Bonjour. Alors, je voulais d'emblée m'excuser auprès de mes petits camarades pour la suite de la table ronde, parce que je devrais quitter avant la fin de la table ronde la réunion, étant donné que j'ai vu le contexte d'autres obligations. Le sujet, je passe comme ça. Le sujet, donc, c'est que m'a confié Emmanuel, c'est une logique d'action interdisciplinaire dans le contexte de ce thème du diagnostic précoce à l'action précoce et de l'approche des centres mémoire, ressources et recherche, CMRR. Je pense que vous savez de quoi il s'agit. Alors, moi, je remercie beaucoup Philippe et Emmanuel d'avoir organisé cette réunion scientifique, parce que je pense qu'il est important que la communauté médicale, et en particulier les consultations mémoire, les CMRR, participent de manière active à cette réflexion éthique. Et je voudrais simplement rappeler que cette réflexion éthique, par exemple, l'an dernier, à l'initiative de Perrine Malzac et de Michel Poncet, nous avons eu à Marseille un workshop dont le thème était éthique et diagnostic précoce des maladies dégénératives du cortex cérébral. Et si vous regardez le programme, vous y retrouverez des choses qui ont déjà été évoquées et qui ont été reprises par le workshop parisien, donc en avril 2013. Je voudrais vous parler plus précisément d'un autre colloque, pas colloque, c'est trop prétentieux comme terme, mais d'une réunion de travail que nous avons organisée, encore une fois, à l'initiative de Perrine Malzac, à l'espace éthique méditerranéen, sur les enjeux éthiques du diagnostic précoce aux confins de la recherche et de la pratique clinique. Et puisque Emmanuel parle d'interdisciplinarité, je vous montre simplement la liste des participants à cette réflexion de travail. Il y avait effectivement pas mal de médecins, beaucoup de centres mémoire aux ressources et recherche, puisqu'il y a CMRR de Lille, de Montpellier, de Paris, Lariboisière, la Salpêtrière, de Nice étaient représentés, peut-être que j'en oublie. Mais il y avait aussi des neuropsychologues, des psychologues, une psychologue clinicienne, des attachés de recherche clinique, donc une interdisciplinarité pour une réflexion autour de cette question spécifique qui est la recherche sur diagnostic précoce, dans le cadre notamment des CMRR. Alors il y a eu à peu près... Alors, ce que je dois dire, c'est que les actes de cette réunion sont en cours de finalisation, et que la méthode, c'est que nous allons en fait les faire circuler au sein de... Vous savez qu'il y a une fédération nationale des CM2R, et que nous allons les faire circuler pour qu'ils puissent être enrichis. Donc c'est vraiment ce que je vous présente, des réflexions un peu brutes qui ont émergé de cette réunion, et qui tournaient à peu près autour de quatre temps. Nous avons considéré, l'état de l'art, je ne vais pas revenir bien sûr là-dessus, à propos de la définition du diagnostic précoce et des nouveaux outils qui sont actuellement évalués en recherche clinique, et une considération éthique là-dessus. Les dilemmes éthiques qui se posent spécifiquement aux médecins et plus largement à l'ensemble des personnes qui travaillent en centre mémoire ressources et recherche autour de cette recherche sur le diagnostic précoce. Une question plus précise sur la discussion éthique à propos des comptes rendus des résultats des examens que nous collectons dans le cadre de la recherche clinique. Qu'est-ce qu'on fait de ces résultats, hein? Bon, et puis on a aussi parlé d'exemples concrets, mais ça, je ne vous en parlerai pas. Alors, sur le premier point, d'abord, notre réflexion s'est faite très clairement dans le contexte de l'étude des phases précoces de la maladie. Nous sommes bien dans le cadre de la recherche sur les phases précoces ou prédémentielles ou prodromales. C'est un terme qui a une signification, il n'a pas uniquement une mélodie. Il concernait notamment les biomarqueurs de lésions d'Alzheimer auxquels nous commençons à avoir accès, ceux collectés donc à partir du liquide céphalorachidien, et puis ceux qui vont prendre un développement qui vont être de plus en plus développé, qui concernent l'imagerie, et en particulier l'imagerie nucléaire avec les PET, non seulement les PET amyloïdes, mais bientôt les PET de taupathie, etc., qui vont peut-être arriver. Et bien entendu, en tenant compte des réflexions générales et des travaux qui avaient été issus du colloque donc, auquel plusieurs intervenants ont participé et ont fait allusion en avril donc, à Paris. Alors, une des questions qui a été évoquée, c'était déjà, de manière générale, dans la pratique, on a commencé par parler de notre pratique en CM2R,
d'essayer de dissocier les trois temps. Donc, le temps diagnostique, le temps de l'annonce et le temps de la prise en soin. Et l'idée, je ne m'approprie pas toutes les idées que je vous expose, hein, mais ça fait partie des idées qui ont été discutées et qui ont été avancées par certains des participants, c'est que, en tant que spécialistes, nous avons déjà, à la phase du diagnostic, un devoir déontologique d'apporter une réponse précise à la question que se pose le patient. Le patient qui vient consulter pour une plainte de la mémoire, hein, qui est donc autonome, hein, nous sommes dans ce contexte-là, se pose plusieurs questions précises. On avance l'idée qu'il y a un devoir déontologique de répondre de manière la plus précise possible, avec les outils que nous avons, à cette question. Et même certains défendent le concept d'exigence éthique d'un diagnostic de meilleure qualité possible, y compris chez des patients, on va dire paucisymptomatiques, ou avec donc des plaintes et des déficits qui sont légers. Alors évidemment, on est confronté, ça a été très vite abordé, à la validité des outils utilisés, qui sont, on peut le reconnaître actuellement, des biomarqueurs d'état pathologique et non de stade. Hein, c'est une des questions problématiques. Hein, ce n'est pas des biomarqueurs de pronostic, mais c'est des biomarqueurs d'état lésionnel, même s'il y a probablement des éléments de pronostic qu'on peut en tirer. Et ont été notamment évoqués, parce qu'il y avait dans notre réunion aussi des représentants des consultations mémoire. Finalement, on est confronté au fait que des patients tout à fait similaires sont pris... Enfin, on propose des choses très différentes en consultation mémoire de proximité et en centre mémoire ressources et recherche pour des patients qui sont strictement les mêmes. Hein, et que donc les consultations mémoire de proximité établissent, selon les règles que l'on a dans ce domaine, un suivi essentiellement clinique et fonctionnel de leurs patients, alors que le même patient qui vient consulter en centre mémoire ressources et recherche, ou qui est adressé par une consultation mémoire de proximité au centre mémoire ressources et recherche, va se voir proposer l'inclusion dans un protocole de recherche clinique et nécessairement, du fait de ce protocole, va subir des investigations que l'on ne propose pas en général, j'y reviendrai, dans le cadre du soin courant. Donc, cette différence est importante et le patient, lui, ne sait pas cette différence. D'autant que les centres mémoire ressources et recherche sont également consultations mémoire de proximité et souhaitent le rester. Et donc, il y a déjà au départ une forme de malentendu, peut-être, ou en tout cas d'ambiguïté, je ne sais pas, le terme de malentendu est peut-être trop fort, entre l'attente des patients et puis le positionnement des CMRR. Ce qu'on attend des CMRR, le cahier des charges des CMRR, je rappelle que la recherche clinique fait partie du cahier des charges des centres mémoire et ressources et recherche, hein, comme leur nom l'indique. Et il y a certainement une ambiguïté, une confusion qui peut émerger chez le patient entre recherche et soins. Et pas que chez le patient. Également chez les praticiens. Et chez les praticiens eux-mêmes, finalement, un malaise qui peut être parfois perceptible, plus ou moins. En tout cas, quand on est responsable, on le sent dans les équipes, entre ce qui est de la pratique clinique et ce qui est de la recherche. Quand un même individu, qui se divise en deux, avec sa main droite est clinicien, et avec sa main gauche est chercheur. Voilà. Comment on fait? Donc il y a ces difficultés-là qui ont été évoquées. Alors, c'est un peu ce que je reprendrai aussi dans le deuxième thème, en fait. Hein. Il y a ce que j'ai résumé comme ce qui a été évoqué comme finalement des conflits de posture pour toutes les personnes qui travaillent dans un CMRR, que ce soit les médecins, les psychologues, etc., où on est à la fois, encore une fois, je l'ai dit, les CMRR sont consultations mémoire de proximité soignants et acteurs de recherche, et qu'encore une fois, cette activité de recherche, en tant que responsable, je dois dire que tous les responsables de CMRR le savent bien, on est là pour la pousser. Et on sent bien que les membres des équipes sont plus ou moins sensibilisés à cette question. Et qu'il y a des gens qui sont dans l'équipe depuis 25 ans qui ne sont pas rentrés dans cette profession, ne sont pas nos collaborateurs pour faire de la recherche. C'était pas leur motivation initiale. Cela existe, c'est une réalité.
Et puis, il y a aussi la question, finalement, de cette ambiguïté de la position, où on est à la fois, en tant que médecin, par exemple, dans une relation duel, soignant-patient. En tant que médecin, je suis responsable de ma pratique. C'est moi et ce n'est pas mon patron qui décide la manière que j'ai de gérer la relation de praticien que j'ai avec le patient. Mais d'un autre côté, mon patron me rappelle que je fais partie d'une structure et j'appartiens à une équipe qui a une logique à laquelle je dois contribuer, ou éventuellement partir si je ne veux plus y contribuer. L'autre problème éthique aussi qui peut se poser, c'est la question du choix des patients. Quand vous êtes dans un centre mémoire ressources et recherche, vous avez donc ce patient avec cette plainte ou ce déficit, vous devez lui proposer une recherche. Mais vous allez faire déjà un choix entre celui que vous allez traiter selon le soin courant, le soin standard, et puis celui à qui vous allez proposer une recherche. Il y a des biais, manifestement. Pourquoi à un tel vous lui proposez la recherche, pourquoi à l'autre vous ne lui proposez pas? D'accord? Je parle de manière générale. Et même le type de recherche. Pourquoi un même patient va-t-il se voir proposer de participer à une étude observationnelle, fût-ce une étude observationnelle de très grande qualité comme Memento, ou à une étude interventionnelle? C'est-à-dire qu'on va lui proposer de participer à un essai thérapeutique. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas forcément les mêmes bénéfices. Nous faisons des choix. Qu'est-ce qui génère, qu'est-ce qui justifie, qu'est-ce qui motive ces choix? Ce sont des questions qu'on se pose et ça crée, encore une fois, des malaises et parfois des situations un peu compliquées à gérer. Il y a aussi, mais je ne rentrerai pas là-dedans, ça a été évoqué dans la réunion, mais je ne suis pas compétent, il y a des juristes, apparemment des questions de différence de positionnement juridique quand on est dans un contexte de recherche industrielle ou quand on est dans un contexte de recherche académique avec un accès aux informations qui serait différent. Mais là, je ne peux pas trop commenter, ça a été évoqué. Et puis, bon, on revient encore une fois aux mêmes questions, c'est-à-dire celle de la validité des outils utilisés, encore une fois, dans le cadre de la recherche dans ces phases précoces, et le fait que, pour l'instant, en pratique, il n'est pas recommandé d'utiliser ces biomarqueurs chez des patients qui ont un déficit cognitif léger ou une plainte mésique. Et pourtant, dans notre discussion de CMRR, on s'est aperçu que nous n'avions pas tous la même pratique, qu'il y avait des diversités de pratiques et que peut-être, dans certains centres, on allait un peu plus vers l'utilisation de ces biomarqueurs dans le cadre d'un soin relativement courant et moins que dans d'autres. Et encore une fois, ceux qui les utilisent le font au nom de cette exigence éthique d'un diagnostic précis par rapport à des questions que se posent les patients. C'est-à-dire qu'il y a aussi une justification, on va dire, de type éthique qui peut être avancée. Dans ce cas-là, de toutes les manières, et ça a été exprimé par certains des participants, évidemment, le médecin qui détient les résultats a du mal avec ces résultats parce qu'il sait bien que il y a une valeur pronostique qui est encore difficile à préciser. Et donc, il y a là aussi des difficultés à communiquer une information qui soit la plus claire possible. Et un point aussi qui a été évoqué à la fin de cette deuxième partie, c'était aussi le fait finalement qu'on s'intéresse beaucoup à l'information qu'on va donner au patient, mais par contre, on s'intéresse moins à l'information qu'il reçoit et ce qu'il va en faire. Hein, les suites que ça va avoir ensuite, ses recherches sur Internet, ce qu'il va se forger comme représentation à l'aide des outils d'information qui sont accessibles à chacun. Dernier point plus précis, concernait en fait très concrètement, dans le cadre de ces investigations, de ces protocoles de recherche, donc, où on fait des biomarqueurs, qu'est-ce qu'on fait des résultats? D'accord? Là, les choses sont assez claires. Les conseils scientifiques qui accompagnent tous ces programmes académiques, je crois de manière quasi unanime, recommandent de ne pas délivrer les résultats des examens que l'on fait dans ce cadre de recherche. Et il y a eu aussi un petit groupe de travail qui a été constitué par Stéphanie Bombois, Claire Paquet et Audrey Gabel, qui a travaillé aussi sur la question, parce que ce sont 3 personnes particulièrement impliquées au sein des CMRR dans l'étude du liquide céphalorachidien, et qui ont conclu la même chose, c'est-à-dire qu'elles estimaient que
qu'il n'était pas justifié, qu'il n'était pas, que ce n'était pas recommandé, qu'il n'était pas recommandé de délivrer les résultats aux patients qui étaient inclus dans ces recherches. Et le point important qui nous a été précisé par Stéphanie, et Florence est là pour éventuellement confirmer, c'est qu'il y a eu une petite une différence, enfin un changement de comportement à ce sujet apparemment à Lille, et que le point important, c'est que le fait de ne pas donner le résultat d'un examen collecté dans le cadre de la recherche, manifestement n'influence pas le taux de participation des patients cohortes de la recherche. C'est-à-dire qu'il n'y a pas pour autant moins de patients qui acceptent, d'après ce que j'ai compris, de participer aux recherches, d'après ce que nous a dit Stéphanie. Là aussi, en réalité, il y a des pratiques très diverses au sein des CMRR. Et on a manifestement au sein de notre communauté, dans le cadre de la recherche, des investigateurs qui délivrent le résultat des investigations qui sont faites aux patients. Alors bien entendu, je pense que c'est fait avec beaucoup de professionnalisme, mais il y a une diversité de pratiques qui également peut poser des problèmes à la fois d'ordre éthique, mais aussi d'ailleurs des problèmes d'ordre méthodologique. Il y a aussi, alors je ne vais pas trop rentrer en détail, mais juste un exemple, des conflits qui sont parfois générés par les avis des comités de protection des personnes. Et il y a une question précise qui a été abordée, par exemple, qui est celle des sujets contrôle. Vous savez que dans certains protocoles, on recrute des gens qui se plaignent pas, vont bien, sont volontaires pour participer à des études, ne se plaignent pas a priori de leur mémoire, et parfois perçoivent une petite indemnisation pour participer à ces études. Eh bien, il arrive que ces volontaires qui subissent des investigations avec les biomarqueurs que nous avons, dont on a parlé, qu'on retrouve des biomarqueurs positifs chez certains de ces volontaires. Et dans le cadre d'une étude, c'est pas Memento, c'est une autre étude, un investigateur nous a précisé que le CPP avait exigé que l'investigateur informe systématiquement le contrôle, le sujet sain, de la positivité de son PET amyloïde, puisqu'il s'agissait du PET amyloïde. Je dis bien le CPP, Comité de protection des personnes, en invoquant cette nécessité d'information que l'on devait au sujet. Et l'investigateur en question a pris la responsabilité et la décision de ne pas délivrer cette information, parce qu'il estimait qu'il allait être plus délétère que positif en la délivrant. Mais vous voyez que là, on a même des problèmes, des dissonances, des discordances entre la position d'institutions qui sont censées nous aider, nous accompagner pour être le plus éthique possible, en tout cas, comme les CPP, et on se retrouve avec des problèmes qui sont des problèmes importants. Voilà. Et pour terminer, une des questions aussi, c'est finalement la question, c'est quelle réponse apporter aux patients qui invoquent ce dont on a parlé, le droit de savoir, le principe d'autonomie. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on donne une information valide ou est-ce qu'on donne une information à tout prix ou pas? Au risque de donner une information qui ne soit pas valide, ou en tout cas qui soit validée de manière incomplète. En sachant qu'en plus, quand on donne une information, on fait référence à des mots, à des noms de maladies, et qu'on a évoqué la multitude des représentations de la maladie, mais ce n'est pas que parmi les patients, c'est parmi les médecins. Et la représentation qu'ont les spécialistes de la maladie n'est certainement pas la même que la représentation des médecins généralistes, et ainsi de suite. Ce qui a été aussi évoqué, je finirai là-dessus, c'est après juste une dernière diapositive, c'est de ne pas réduire la question du patient, parce que souvent il y a d'autres questionnements que celle spécifiquement du diagnostic qui est derrière sa démarche, et la nécessité, et ça c'est extrêmement important, quand c'est fait, d'étayer l'annonce et de la mettre en perspective dans le cadre d'un accompagnement, qui est la perspective d'un accompagnement, même si ce patient n'est pas malade, au sens d'une maladie déjà avancée, il y a quand même la nécessité de réfléchir à un accompagnement. Voilà les quelques remarques. Alors, ce que je voudrais simplement dire, c'est que, encore une fois, cette initiative qu'on a prise avec l'Espace éthique méditerranéen va suivre son chemin. Elle va être. C'était en juin, on n'a pas eu le temps encore de diffuser ça, et donc probablement qu'il y aura une réflexion que s'approprie, parce que je ne voudrais pas qu'on laisse passer l'idée que les médecins, et en particulier les responsables, les médecins de CMRR, ne sont pas concernés par l'éthique. Ils le sont,
Et donc ce cheminement, cette réflexion va se poursuivre au sein de la Fédération nationale des CM2R. Et je me permets juste pour terminer, mais là c'est des réflexions tout à fait personnelles, elles n'engagent que moi, de lancer quelques petits points. Alors, je pense que pour essayer d'avancer sur cette question, il faut des positionnements plus explicites. Il faut d'abord qu'il y ait un positionnement institutionnel plus clair de la recherche clinique dans les CMRR, dans les institutions. Cher Philippe, je pense que la Fondation doit nous aider pour que cette recherche clinique soit affichée plus clairement. On est confronté à des difficultés de plus en plus importantes qui ne sont pas que d'ordre matériel. Je ne ferai pas référence, par exemple, actuellement à des difficultés qu'on a avec le Conseil national de l'ordre, qui estime que les recherches menées dans un CHU sont une activité supplémentaire pour laquelle il faut demander une autorisation de cumul d'activités. Et le Conseil national de l'ordre, donc probablement influencé par, on va dire, un certain nombre de débats autour de l'industrie pharmaceutique et puis tout ce que ça a généré comme réaction, ne conçoit manifestement pas la recherche clinique en dehors d'une recherche à promotion industrielle qui rapporte de l'argent aux investigateurs. Bon, c'est un point technique, mais c'est notamment un point qui est une entrave et qui pose un problème de positionnement. Deuxième chose aussi, je crois qu'il faut qu'on essaye de tendre vers une interdisciplinarité. On a parlé de multidisciplinarité, mais le terme qu'avait choisi Emmanuel, c'est interdisciplinarité. Je trouve que ce terme est particulièrement adapté parce qu'il nécessite que les multiples disciplines interagissent entre elles. Interdisciplinarité entre la recherche fondamentale et la recherche clinique, interdisciplinarité aussi entre la recherche clinique et la recherche en sciences sociales et humaines. Et ça nécessite encore une fois des dispositifs qui permettent d'interagir. Et je crois beaucoup à un statut, moi, qui devrait être défendu au niveau des CHU en général et au CMRR, c'est celui de clinicien-chercheur. Je pense qu'il faut que quand on est patient et qu'on va dans un CHU ou dans un service dit expert ou un service de référence, on ait clairement l'idée, la représentation qu'on va dans un service où on fait de la recherche clinique et que la personne qui est en face de vous est certes un clinicien, avec des exigences des pratiques d'un clinicien, mais qu'il est aussi un chercheur. Et je crois à la notion de clinicien-chercheur comme il y a la notion d'enseignant-chercheur. Deuxième, juste petite suggestion personnelle, réflexion personnelle par rapport, là, cette fois-ci, aux patients et aux aidants naturels. Là encore, les patients... je ne rentrerai pas dans le détail, je voulais développer l'exemple de la sclérose en plaques, parce que la sclérose en plaques est un exemple, à mon avis, intéressant, parce que je m'étais aperçu à une certaine époque que la plupart des patients de sclérose en plaques, il y en a très peu, avaient participé à des essais académiques et à des recherches thérapeutiques. C'est-à-dire qu'on a une proportion, j'ai plus le chiffre en tête, très importante de patients atteints de sclérose en plaques qui ont participé activement à la recherche thérapeutique, beaucoup plus importante que dans notre domaine. Et vous savez que la sclérose en plaques est un domaine où les avancées thérapeutiques ont été majeures. D'accord ? Alors pourquoi ce que l'on accepte dans une pathologie, on le refuse à une autre pathologie ? Pourquoi on veut limiter, contrarier cette participation active des patients à la recherche dans une pathologie et pourquoi on ne l'a pas fait dans d'autres? Alors bien entendu, il y a des spécificités liées aux pathologies, il y a la vulnérabilité, tout ce qu'on veut, je suis bien d'accord, mais il ne faut pas d'emblée mettre des interdits. Et je crois notamment, par rapport au CMRR et au CHU, à la notion de patient partenaire de recherche, patient aidant, parce qu'il y a aussi les aidants, partenaires de recherche. Et je crois qu'effectivement, et je terminerai par ça, que les patients qui acceptent d'être suivis dans les CMRR, dans les CHU, dans la mesure où il y a ce contrat, je dirais, clair de partenariat de recherche, eh bien, en l'échange de ce partenariat, doivent se voir proposer, de la part du CMRR, un accompagnement qui soit un accompagnement digne de ce nom et qui soit effectivement basé, et c'est le mot de la fin, sur l'interdisciplinarité. Voilà, merci de votre attention.